Listo. Alors là, c'est en transmission et du coup, je fais rentrer les personnes et ya empezamos. Juste Marie, là, je suis sur le YouTube, ça n'a pas encore lancé là. Je suis en train d'actualiser le lien. Toi, tu le vois en action? Parce que moi, je vois que c'est encore en attente. En fait, j'ai un petit peu souci, c'est la diffuser sur un autre lien. Je vous passe le lien et comme ça, Stéphane, vous pouvez diffuser ce lien-là. Désolée, je sais pas pourquoi. Mais du coup... Ok, c'est bon, c'est sur un autre lien en fait. Le lien n'est pas le même, donc les gens qui ont suivi le lien initial ne le voient pas. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est ce lien-là. On va le repartager. Vous savez comment faire pour les gens qui sont déjà sur le premier lien? On va mettre un petit message dans le chat. Anaïs, je pense que si c'est bon pour toi, on peut y aller. Je suis en train d'envoyer un message dans l'autre groupe. Ok. Marie a réussi à faire rentrer les gens qui étaient en salle d'attente? Oui, Ok, super. Déjà, bonjour à toutes et tous. Je suis agréablement surprise, on va dire, qu'il y ait autant
d'hommes qui ait décidé d'assister à ce débat et à cette réunion. Déjà, j'avais envie de vous partager un peu le pourquoi on avait eu envie de faire cette rencontre. C'est pas nouveau. Et pourquoi on avait eu envie de l'organiser aussi depuis notre circonscription des Français de l'étranger, d'Amérique latine et des Caraïbes. C'est vrai que quand on est française ou français et qu'on vit en Amérique du Sud notamment depuis quelques années, les sujets et thématiques de genre et de diversité traversent tous les débats de nos sociétés. Et puis, on a tendance à regarder ce qui se passe en France un peu de loin, ou quand on a l'occasion d'y retourner pour rendre visite à nos familles ou en vacances. Et on a tendance à avoir un décalage important entre l'énergie qui, ici en Amérique du Sud, depuis pas mal d'années, mais en particulier depuis 2015 en Argentine, 2018 au Chili, l'énergie incroyable qui se dégage des manifestations et la force des revendications qui sont portées par les mouvements féministes ici. Et du coup, en tout cas pour ma part, j'étais parfois un peu préoccupée de voir ce qui se passait en France, ou en tout cas de voir l'absence de réaction parfois en France. Et c'est vrai que ça a changé, j'ai l'impression que ça a changé, et Caroline nous en parlera depuis quelques années, et notamment depuis l'émergence du mouvement MeToo. Il y a eu aussi en France, il s'est passé la même chose que ce qui s'est passé ici, une grande prise de conscience au niveau social et au niveau de la population, et l'envie, la volonté de revendiquer nos droits et nos libertés, et la liberté surtout des femmes de pouvoir vivre une vie sans violence. Donc cette tendance qui était assez importante auparavant, de présenter la France comme un exemple et une championne sur les questions des droits des femmes et sur les questions d'ailleurs des droits humains en général. On trouvait que c'était intéressant de la mettre en perspective avec ce qui se passe ici en Amérique latine. Et donc, pour le mettre en perspective, on a la chance et la joie d'avoir avec nous donc Caroline Dehaas, qui est militante féministe. Pardon ? Bonsoir. Bonsoir. Bonjour, pour ceux qui sont au Mexique. Et qui est militante féministe, connue en France, notamment cofondatrice du mouvement, de l'organisation Nous Toutes. Maria Fernanda Canales du Chili, qui est avocate féministe et responsable nationale du Front féministe de Convergencia Social, qui est un parti politique chilien, et qui a activement participé et contribué à l'élection de Gabriel Boric en tant que président du Chili. Et Victoria Freire, Vicky, qui est avec nous aussi, qui est sociologue, directrice de l'Observatoire des genres et politiques publiques, et membre très active du Frente Patria Grande. Donc merci déjà à toutes les trois d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui pour discuter. Et évidemment, on a aussi avec nous Florence Poznanski, qui a toujours un pied sur chaque continent, qui est ex-conseillère consulaire à Rio, secrétaire nationale du parti de gauche et représentante des Françaises et Français de l'étranger au Parlement de l'Union populaire. Florence, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot avant qu'on se lance dans le gros du débat. Et bonsoir, je vais juste me joindre à ma camarade Anaïs pour saluer les camarades qui sont ici et qui vont partager avec nous ce temps d'échange. C'est un moment qui est vraiment très important pour nous de faire ce croisement au moment où les Français et les Françaises justement sont amenés à se poser la question de quel est le candidat qu'ils souhaitent élire aux élections présidentielles. Et nous sommes ici réunis avec des modèles politiques très inspirants et d'un haut niveau d'exigence pour le droit des femmes. Et nous sommes du coup là pour présenter et discuter de tout ça
afin de convaincre les Françaises et les Français sur leur meilleur choix. Et donc, bon débat à toutes et tous. Alors, je fais juste une petite précision que j'ai oublié de faire avant. Donc, l'événement étant bilingue pour celles et ceux qui n'étaient pas là avant. Donc, normalement, en bas de votre Zoom, vous allez voir une petite planète et vous allez pouvoir choisir la langue dans laquelle vous souhaitez écouter les échanges. Donc, quand des personnes parleront en espagnol, elles seront traduites au français. Et quand des personnes parleront en français, elles seront traduites en espagnol. Et vous pouvez aussi choisir d'écouter l'audio original si vous parlez les deux langues et que vous préférez écouter ce que disent les gens en VO. Voilà. Je vous laisse le temps de faire ça. Donc, comme le rappelait Florence, donc en France, il y a des élections présidentielles dans très peu de temps, le 9 avril pour nous sur le continent américain. Et on va devoir s'exprimer pour choisir notre futur président. Et dans ce contexte, du coup, moi, j'avais envie de demander à Caroline dans un premier temps et ensuite à Florence aussi. Caroline, toi qui donc, milite depuis de très nombreuses années, je me demande un peu comment, ce que tu attendais du gouvernement d'Emmanuel Macron, si tu en attendais quelque chose. Tu t'attendais à quoi, en tout cas sur les questions de violences sexistes et sexuelles, ce qui est ton thème particulièrement. À quoi tu t'attendais? Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Si tu peux nous faire un petit bilan du mandat Macron. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Si je parle trop vite, les traducteurs peuvent faire un petit signal comme ça pour me dire de ralentir. Alors moi, j'attendais pas grand-chose du quinquennat d'Emmanuel Macron, ou alors si j'attendais quelque chose, j'ai assez vite été refroidie, puisque Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en mai 2017, et en juillet 2017, une de ses premières décisions, ça a été de baisser le budget des droits des femmes de 25%. Donc déjà, on s'est pris une grosse douche froide. Un président qui disait qu'il était féministe, etc. D'abord, il n'a pas créé un ministère des droits des femmes, il a créé ce qu'on appelle un secrétariat d'État, donc c'est moins important. Et puis ensuite, il a baissé le budget de 25%. Donc moi, assez vite, en fait, je me suis dit que ce quinquennat ne serait pas celui d'une transformation radicale de la société sur les questions des violences sexistes et sexuelles. Et c'est assez intéressant parce qu'on a eu des débats dans le mouvement féministe. Moi, j'étais plutôt partisane d'être dans un mouvement tourné uniquement vers les citoyennes et les citoyens, avec un objectif de faire monter le niveau de conscience dans la société pour établir un rapport de force et donc changer la donne par ce rapport de force. Et dans les mouvements féministes, il y en a qui disaient non, il faut quand même interpeller le gouvernement, d'abord parce que ça permet de créer du débat, et ça c'est vrai, mais aussi parce que peut-être qu'on obtiendra des choses. Et moi, j'ai toujours pensé qu'on n'obtiendrait rien de ce gouvernement, puisque, en fait, fondamentalement, Emmanuel Macron n'en a rien à faire de la question des droits des femmes et de la lutte contre les violences. Ça n'est pas son sujet, ça n'est pas un centre de préoccupation. Je pense qu'il ne comprend pas le sujet. Et là où j'ai été définitivement convaincue qu'on avait un gros problème avec notre président de la République, c'est avant même qu'il nomme Gérald Darmanin, donc mis en cause pour viol au ministère de l'Intérieur, ce qui quand même déjà est complètement bon. Avant même qu'il fasse ça, en novembre 2017, donc juste après MeToo, donc on est quand même face à un mouvement mondial de mobilisation contre les violences. C'est-à-dire que c'est, je pense, un des plus grands mouvements sociaux qu'on ait connus sur la planète, avec les mouvements climat, ou les mouvements antiracistes, mais c'est quand même un des mouvements sociaux, moi je considère que c'est un mouvement social, un des plus grands qu'on ait connu. Et Emmanuel Macron, il met déjà 1 mois pour prendre la parole, donc il ne parle pas pendant 1 mois de ce qui se passe. C'est-à-dire que dans le monde entier, des femmes témoignent, et le président de la République, il est là, et il regarde ailleurs. Et puis, là, quand il prend la parole, le 25 novembre 2017, il fait un discours qu'on peut retrouver sur le site internet de l'Élysée, donc on voit son discours, dans lequel il parle 3 fois du risque de délation. Donc le risque de délation, ça veut dire qu'il dit aux femmes qu'il ne faut pas parler si vraiment on n'est pas sûr, et qu'il ne faut pas atteindre à la réputation d'hommes qui seraient mis en cause pour des faits de violence.
Et ça montre à quel point il ne comprend rien à la parole des femmes victimes de violences. Donc, je n'attendais pas grand-chose. J'ai quand même globalement été déçue du gouvernement. Et puis, quand on fait le bilan, l'ONG, donc Oxfam, le bilan du quinquennat Macron sur la question de l'égalité, globalement, le bulletin de notes est assez moyen, voire mauvais. Sur la question des violences, par exemple, je termine là-dessus. En France, le gouvernement a fait toute sa communication, la priorité, l'outil principal pour lutter contre les violences d'après le gouvernement, c'était ce qu'on appelait le bracelet anti-rapprochement. Donc, c'est un dispositif qu'on met autour de la cheville de l'homme qui a été condamné pour violence et qui fait qu'il ne peut plus s'approcher de la femme qu'il a agressée. Aujourd'hui, en France, on estime qu'il y a plus de 200 000 femmes victimes de violences. Il y a quelques violences au sein du couple. Il y a quelques centaines de bracelets. On a calculé, c'est 0,18% des femmes victimes de violences qui bénéficient de ce dispositif, qui était pourtant l'annonce majeure du quinquennat. Donc, on voit bien qu'il y a un décalage là entre les grands discours. Nous, on a un président de la République qui se fait passer pour très féministe et puis qui, en fait, dans les politiques publiques, ne met pas en acte ses paroles. Caroline, on comprend que tu n'attendais pas grand-chose, mais tu as quand même réussi à te décevoir. C'est quand même assez spectaculaire. Effectivement, pour celles et ceux qui ne le savaient pas, Emmanuel Macron a commencé son mandat en disant que l'égalité entre les femmes et les hommes, et notamment la lutte contre les violences faites aux femmes, serait la grande cause de son quinquennat. Donc, même si Caroline avait anticipé et n'attendait pas grand-chose, il y a probablement pas mal d'actrices en France, d'actrices des mouvements féministes, qui pouvaient espérer quelque chose de ce gouvernement. Du coup, Florence milite au sein de la France insoumise et qui a donc un candidat qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, qui est aussi candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi aussi, vu que tu vis en France en ce moment, comment tu as vécu un peu rapidement ce mandat à Macron en termes de genre et ce que propose de différent Jean-Luc Mélenchon et son programme qui s'appelle l'Avenir en commun? Oui, du coup, dans la suite de ce qu'a dit Caroline à l'instant, on est effectivement dans une situation de négation. On a vu l'augmentation croissante des violences faites aux femmes, dans un climat aussi d'ailleurs où des figures masculines du gouvernement se sont maintenues au pouvoir dans une totale impunité, alors que c'était eux-mêmes des hommes agresseurs qui donc non seulement produisaient en situation de pouvoir des agressions, mais en plus contribuaient à véhiculer un modèle donc d'une forme d'impunité en termes de violence sexiste et sexuelle. Et donc, on se retrouve aujourd'hui dans la nécessité non seulement donc, de mettre en place des mesures concrètes pour changer et mettre en place notamment la grande attente des associations, c'est le milliard d'euros destinés aux mesures de prévention et de justice pour maintenir l'égalité salariale et aussi donc défendre la lutte contre les violences et également donc instaurer un climat qui soit un climat de sécurité, de protection et de fin donc de ce modèle patriarcal qui mine encore la société. Donc on a au sein de la campagne de l'Union populaire mis en place un programme que vous pouvez consulter sous forme du livret, le livret égalité femmes-hommes qui est sorti le 8 mars et donc qui prévoit un certain nombre de mesures, notamment donc la mise en place de ce plan national pour lutter contre les violences faites aux femmes qui prévoit donc à la fois de former les personnels de police et de justice à la prévention des violences, à créer des espaces d'hébergement d'urgence, des espaces aussi de prévention humaine dans les différents lieux de transport, etc., pour prévenir les agressions. C'est aussi le lieu donc, de la création d'un haut commissariat dédié à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, avec également
le rétablissement de vraies structures de planning familial, donc qui sont les lieux de base et d'accueil de services publics des femmes, et surtout des jeunes femmes, pour pouvoir donc permettre l'accueil, la protection et la prévention. Mesurer également des vraies sanctions à l'encontre des entreprises qui ne pratiquent pas l'égalité salariale, comme c'est prévu. Et enfin, également, une autre mesure qui est centrale, c'est l'inscription dans la Constitution du droit à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse, donc le droit à disposer de son corps. On l'a vu d'ailleurs, ce programme-là est aujourd'hui considéré par le réseau des associations Oser le féminisme comme le principal programme féministe de tous les candidats actuellement au pouvoir. Et donc, nous appliquons à le mettre en place, donc pas actuellement au pouvoir, actuellement en cours de campagne. Et donc, nous appliquons à faire en sorte qu'il soit au pouvoir. Je pourrais revenir après aussi sur les mesures qu'on prévoit pour les Françaises et les Françaises qui résident à l'étranger. Mais je pense que c'est aussi très important dans ce premier temps d'écouter justement les expériences des camarades chiliennes et argentines qui sont pour nous de vrais modèles. En France, on lutte pour des droits dans une structure où il existe une vraie structure de service public qui permet de garantir un certain nombre de droits. Et on sait qu'en Amérique latine, la situation est à la fois beaucoup plus grave en termes de violence, et elle a donc été, grâce aux expériences chiliennes et argentines notamment, de vrais modèles en termes de mesures à prendre. Et donc pour nous, c'est très important de pouvoir avoir cet échange et de pouvoir s'inspirer justement de ce qui a été fait. Oui, et Caroline, tu disais tout à l'heure une partie importante du travail que tu as réalisé, que vous avez réalisé avec nous toutes, ça a été de justement faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience citoyenne pour pouvoir installer un rapport de force avec les autorités, un travail que vous avez fait, que vous avez très bien fait d'ailleurs, puisque le sujet s'est vraiment installé. Là, je voyais une citation, je vais vous lire une citation de la porte-parole de l'association Oser le féminisme, qui justement a aussi évalué les programmes des différents candidats sous le prisme du genre. Et elle disait, on a une concentration des sujets qui concernent le féminisme, qui effectivement font parler, que ce soit le voile ou le harcèlement de rue, mais les violences familiales, les violences économiques, ces questions-là sont encore largement invisibilisées. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu peux dire rapidement, Caroline, ce que tu en penses? Et après, du coup, j'aimerais bien que Victoria nous parle de ce qui se passe en Argentine et des propositions qui portent et qui ont justement à voir avec les violences économiques que porte le Frente de Patria Grande. Pardon. Oui, peut-être juste rapidement, il y a deux choses, moi, je trouve assez intéressantes à regarder dans cette élection présidentielle. Bon, intéressante, c'est un mot poli. La première chose, c'est qu'il y a un décalage total entre la place qu'a occupé le débat sur la question des féminicides, notamment sur la question des violences en France ces dernières années, et la place qu'il occupe dans le débat présidentiel. Il n'y a pas très longtemps, je déjeunais avec une journaliste du New York Times, et elle me disait, mais c'est bizarre quand même, votre pays, on ne parle pas des sujets de féminisme dans la campagne présidentielle. Et on essayait de comprendre pourquoi en France, on en parle si peu. Et moi, je pense qu'une des raisons qui fait qu'on en parle peu, c'est que la campagne présidentielle en France est quand même très occupée par la droite et l'extrême droite, qui sont globalement des partis anti-féministes. Et puis, il y a une deuxième chose qui est intéressante, moi en tout cas qui m'intéresse en tant que militante féministe dans cette élection présidentielle, c'est qu'il y a un candidat, en l'occurrence c'est Jean-Luc Mélenchon, donc moi j'ai annoncé que j'allais voter pour lui, un des éléments qui m'a beaucoup intéressée, c'est qu'il a dit à la télévision, à une heure de grande écoute, qu'il allait en fait appliquer le programme des associations. Et ça pour nous c'est très important parce que depuis 5 ans que Emmanuel Macron est au pouvoir, on a l'impression d'être face à un mur. Il ne nous entend pas, il ne nous écoute pas, il ne nous reçoit pas. D'accord ? Jamais. Il a reçu les associations 2 ou 3 fois dans des grands trucs un peu officiels, mais des réunions de travail. Moi, il a fallu attendre, donc ça fait 5 ans qu'il est élu, il a fallu attendre le mois de novembre, là, de cette année, enfin juste là qui vient de passer,
pour que le cabinet d'Emmanuel Macron me demande à me rencontrer. D'accord ? Donc, les assos féministes, on n'a jamais été sollicités pour participer à l'élaboration de politiques publiques, ou quasiment jamais. Et ça, je pense que c'est un élément fondamental d'un président féministe, c'est d'être capable de s'appuyer sur les revendications des associations qui elles-mêmes s'appuient de fait sur le terrain, sur les expertes et les experts qui accueillent les femmes victimes de violences, les médecins qui font du travail dans les hôpitaux pour accueillir les femmes victimes de violences. Et c'est en s'appuyant sur ces revendications-là qu'on peut mettre en place un programme de transformation de la société. Vicky, du coup, je vais te passer la parole et j'espère que tu as bien pu suivre un peu cet état des lieux de ce qui se passe en France. En Argentine, là, depuis quelques années, il se passe à peu près l'inverse de ce qu'on vient de décrire. Donc, déjà, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton espace rapidement, l'espace dans lequel tu milites, et nous expliquer un peu ce qui s'est passé en Argentine et de quelle façon, finalement, les revendications qui ont été travaillées dans la rue sur la base des manifestations, des assemblées, des encuentros de mujeres, ont finalement pu ou pas être portées au plus haut niveau et se concrétiser en projet de loi. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Merci beaucoup pour l'invitation à cette conversation. C'est un plaisir. J'écoutais avec beaucoup d'attention et je pensais que nous avons eu plusieurs gouvernements entre 2015 et 2020. Y diversidades y de la población en su conjunto, que significó que afectó fundamentalmente la vida de las mayorías populares y en particular de mujeres y diversidades, aumentando las brechas salariales, generando muchas dificultades para el acceso al empleo, inclusive afectó en términos de el crecimiento y la expansión de espacios de cuidados que son comedores y merenderos para garantizar en las poblaciones con menores recursos la comida, el acceso diario a los derechos más básicos, ¿no? Es decir, todo el proceso de esos años, que fueron los años de un crecimiento muy grande del movimiento feminista, porque fue también a partir del 2015 que se hace visible la lucha por Ni Una Menos. Desde ese entonces, ¿se escucha? ¿Se entiende? Perfecto. Desde ese entonces, la lucha feminista, el movimiento feminista unió su compromiso, su convicción y sus banderas a una lucha de resistencia hacia el neoliberalismo en nuestro país. Y creo que eso es muy importante porque... C'est super important. Réussir des droits comme l'IVG pour garantir que ces droits soient accessibles à la majorité de la population. Et non seulement aux secteurs qui sont privilégiés et qui peuvent Il y a aussi ce processus de mobilisation a demandé au niveau social il y a eu un avant et un après. Débattre autour des violences comprises au sens pluriel comme des violences qui impliquent également des inégalités économiques, de pouvoir, et qui ont plusieurs expressions de subordination machiste y patriarcale. Vicky, perdón que te interrumpiera. ¿Podrías hablar un poquitito más lento, por favor? Sí. Gracias. Perdón, disculpen.
punto de inflexión en 2015. Ce point d'inflexion, Le point d'inflexion en 2015, 2015, évidemment, il y a toute une derrière. histoire derrière. Donc, tu mentionnais l'histoire des Il y a assemblées, des histoires des rencontres entre femmes, etc. En 2019, on a commencé une nouvelle période de gouvernement dans laquelle tout ce qu'on a mis dans les rues a été récupéré dans des politiques publiques. On a réussi la sanction de la loi de l'avortement. On a également une loi qui favorise un petit peu plus la situation des personnes trans. On a amélioré l'accès à la sécurité sociale, fondamentalement pour les femmes. Et on a réussi à exprimer une série de revendications également. Et donc, on est en processus qui se transforme également en politique publique, en action, en droit, en loi. On a également réussi un ministère des femmes, du genre et de la diversité. Mais on veut également mettre en garde qu'on ne peut pas rester, pour reprendre Virginia Woolf, on ne peut pas rester dans notre propre chambre. C'est-à-dire qu'arriver à atteindre un ministère ou une ère spécifique qui se base sur la visibilité des demandes de notre mouvement doit être un pas en plus, une instance en plus supplémentaire d'une politique nécessairement intégrale, transversale et redistributive. Aujourd'hui, ça fait quelques jours, on a eu cette mobilisation pour le 8 mars et la consigne centrale a été la dette, c'est avec nous. C'était ça le mot d'ordre principal. Esa fue la bandera que encabezó la movilización. Ça a donc été ces mots-là qui ont guidé les manifestations. Porque entre 2015 y 2019, más precisamente, el gobierno que estuvo en ese periodo, más precisamente desde 2018, se contrajo una deuda histórica con el Fondo Monetario Internacional por 57.000 millones de dólares. Esa deuda, el ingreso de esa deuda, no se expresó en más jardines, más escuelas. C'est répercuté dans les politiques publiques, donc dans plus de politiques sociales, redistributives, etc. Mais sinon, ça a été destiné en fait plutôt à la fuite des capitaux. Donc dans notre pays aujourd'hui, on négocie un accord avec le FMI, et dans ce contexte, le mouvement des femmes et LGTB dit que la vraie dette, c'est avec nous les femmes. Et donc le FMI a donné une somme historique et légitime. C'était une dette contractée pour financer la fuite des capitaux, justement. Donc normalement, le mouvement internacionales y con los seguimientos que va a realizar el Fondo Monetario en nuestro país para el pago de esa deuda, que va a condicionar el destino de la política pública. Por último, es muy complejo bon, c'est assez complexe et difficile, surtout parce que on parle de notre présent en fait, et donc c'est contradictoire. Donc il y a des grandes avancées et il y a aussi des éléments de recul un petit peu. Dans ce contexte, nous, on revendique un salaire minimum universel, qui est pour moi une politique fondamentalement féministe. Parce qu'aujourd'hui,
les gens qui n'arrivent pas à avoir un emploi formel, qui n'ont pas une source de revenus régulière, les personnes dont l'occupation est de s'occuper d'enfants, de personnes âgées, sont fondamentalement des femmes. Et le temps qu'elles mettent à faire ces soins pourrait être d'une certaine façon rémunéré par l'implantation de ce salaire universel. Donc ces emplois, ces travaux se réalisent dans des aires féminisées, hein, et évidemment liés souvent aux soins. Et ce sont les domaines où le temps de travail généralement ne vaut pas grand-chose. C'est-à-dire le ménage, l'éducation, les soins. Et donc, c'est fondamental pour nous de revendiquer et de dire qu'il existe une dette interne et que cette dette doit se payer avec un salaire minimum universel comme une politique générale, mais profondément féministe. Parce que dans notre pays, les plus grandes bénéficiaires des politiques publiques sont fondamentalement pour les femmes. 7 personnes sur 10 et le 10% les plus pauvres de notre population, sur les 10% les plus pauvres de notre population, 7 sur 10 sont des femmes. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille un peu dans ce sens-là pour essayer de conquérir une vie plus digne et plus heureuse. Merci Vicky pour cette exposition sur comment le mouvement ou les mouvements féministes argentins se sont construits puis consolidés quand Mauricio Macri était président et consolidés comme un contre-pouvoir avec des revendications très spécifiques au mouvement féministe, mais qui désormais aussi vont plus loin et se sentent légitimes pour se positionner sur d'autres thématiques qui touchent l'Argentine, et notamment une thématique les plus importantes et compliquées en ce moment, qui est celle de la dette avec le Fonds monétaire international. Je vais donner la parole à Maria Fernanda, qui est au Chili. Au Chili, bon, déjà, moi j'ai envie de dire merci aux Chiliennes et aux Chiliens pour ce qu'ils sont en train de vivre et qui forcément nous donne envie à nous aussi de passer à autre chose, et j'espère que ça sera très inspirant pour les électrices et les électeurs français en avril. Maria Fernanda, est-ce que, déjà merci d'être là, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle est la situation des mouvements féministes aujourd'hui au Chili? Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Quelle est la situation aujourd'hui? Et surtout, quel a été le rôle des femmes et des féministes dans l'élection de Gabriel Boric et dans tout ce moment historique que vous êtes en train de vivre? On n'entend pas. Ahora. Buenas tardes. Bonjour à toutes. Donc, je suis très content d'être dans cet espace. On m'a dit de parler lentement, mais à nous, les Chiliennes, les Chiliens, c'est un peu difficile, mais je vais essayer quand même. Donc, clairement, on est très, très contente du triomphe des dernières élections au Chili. Et donc, le 11 mars, Gabriel Boric a assumé la présidence avec vraiment beaucoup de gens dans les rues qui ont célébré l'arrivée de ces forces transformatrices dans l'institution. Donc, on a eu beaucoup de visites de plusieurs délégations du monde entier qui sont venues célébrer et fêter ce moment avec nous. Et ce moment qui, en plus de ça, se voit clairement traversé par
l'élite féministe. C'est un gouvernement de caractère féministe. Et de fait, notre programme de gouvernement a la perspective de genre comme axe fondamental pour le développement et de diverses choses que nous allons réaliser dans notre gouvernement. Ici, il y avait une particularité des électeurs. Donc, Gabriel Boric a gagné avec 60% de votes féminins. Donc, un vote féminin qui n'est pas venu seulement des grandes villes, mais aussi du monde rural, de la campagne chilienne. On a été capable de parler non seulement aux gens qui avaient un certain niveau éducationnel, mais on a réussi à arriver et à faire sentir aux femmes, aux féministes de nos campagnes. On est passé, on a traversé beaucoup de problèmes, c'était pas tout à couleur rose, à l'eau de rose. Et finalement, dans notre pays, on a souffert du système néolibéral de façon très, très intense, très profonde. Et de fait, on a été le laboratoire de l'implantation du système néolibéral sous la dictature de Pinochet. Et ensuite, on a eu 30 ans d'une démocratie qui est arrivée au compte-gouttes. Et donc, ça a été vraiment assez difficile pour nous, pour moi. On a plusieurs questions qui sont ancrées dans la société chilienne, comme l'individualisme, le patriarcat dans ses niveaux les plus profonds. Ici au Chili, on a eu plusieurs camarades qui ont été victimes de féminicides. On a des taux de violence contre les femmes très, très élevés. On a un système et une structure qui ne nous bénéficie pas du tout et on prétend commencer à changer les choses maintenant. Donc, il y a tellement de choses que c'est dur de donner une certaine structure à cette conversation. Donc, on va jusqu'aux droits sexuels et reproductifs. Finalement, c'est des droits qu'on n'a pas. On a une loi d'avortement avec 3 causalités, mais on a des objecteurs de conscience et des médecins qui disent et qui décident pour nos corps, qui disent ou qui demandent que certains avortements ne se réalisent pas parce que, selon leur conscience, ils considèrent qu'ils ne devraient pas être réalisés. Donc, on est en constante lutte contre eux. Donc, nous, dans notre pays, les droits sont diamétralement opposés. On a un taux de pauvreté féminin également aussi un des plus élevés d'Amérique latine. Donc, la violence de genre et évidemment vient de nos institutions à un caractère structurel. Donc, dans mon pays, ce problème en termes de viol et d'agression sexuelle ne sont même pas punis par la société, par les autorités. Et donc, au lieu d'enlever ces personnes-là du pouvoir, on leur donnait plus de pouvoir. Donc, notre gouvernement aujourd'hui, donc c'est vraiment, je suis très heureuse de le dire comme ça, de me sentir partie intégrante d'un gouvernement. On a un programme tellement robuste dans le domaine féministe et peut-être très prétentieux, mais qu'on espère quand même mener à bien. Et donc, comment on est arrivé aussi dans l'institutionnalité, comment on est rentré dans les institutions et on a commencé à changer les politiques publiques. Et donc, on va le faire au travers d'un système national. On l'a vu dans la pandémie. Ici au Chili, le travail non rémunéré, le travail domestique, correspond à 28% du PIB. Donc, c'est-à-dire que pendant la pandémie,
ce sont nous, les femmes, qui avons maintenu l'économie du Chili, clairement. Donc, produit par ce travail. Donc, le système de soins, il prétend justement être institutionnalisé dans une perspective de politique publique pour des questions aussi simples que, par exemple, la reconnaissance des tâches domestiques. Ou alors également des réformes dans le monde du travail pour faire croître le travail féminin, pour pouvoir créer une brèche qui irait dans le sens de l'égalité des rémunérations. Et donc, ça veut dire aussi prendre soin de qui, des personnes qu'elles prennent soin également. Donc, ces personnes qui font ces soins ne reçoivent aucun type de rémunération et elles n'ont aucune sécurité en termes de, par exemple, de retraite. Donc, leur vie est continuellement précarisée. On a encore beaucoup à faire. On doit encore avancer beaucoup. Et le Congrès de mon pays, le Parlement, est en majorité au centre droit. Donc, c'est encore une difficulté pour faire des grandes transformations. Et donc, c'est pour ça qu'on a essayé d'avoir le plus d'accords possible au sein du Parlement pour essayer justement, à travers ces accords et une conversation constante, essayer aussi de convaincre. Et c'est aussi comme ça qu'on a gagné au second tour. Mais sans perdre nos convictions, nos objectifs. On travaille aussi avec les forces de centre-gauche. Ici au Chili, avec ce nouveau gouvernement. Mais on est aussi dans une période très compliquée. Une période qui est venue des luttes sociales à partir d'octobre, notamment 2019. Donc, je pense que vous l'avez vu au travers les médias, très certainement. Donc, c'est grâce à cette lutte des personnes. On est dans un processus aujourd'hui de caractère constituant. On va écrire une nouvelle constitution et on va laisser derrière nous la constitution du dictateur Pinochet. C'est un processus qui a été mené à bien d'une façon vraiment impeccable. Bien sûr, avec des clairs obscurs, des zones d'ombre, mais d'une façon impeccable. Ça va être la première constitution écrite de façon paritaire dans le monde, avec des quotas de peuples originaires. Donc, ça va être la première constitution qui écoute les citoyens, les citoyennes. On a eu plus de 3000 audiences publiques dans ce processus et on a recueilli des normes populaires de loi et on est en plein processus d'acceptation de ces normes aussi populaires. Et donc là, c'est encore un autre combat, le plébiscite de sortie où on va approuver, et j'espère que ce sera ainsi, la nouvelle constitution. On commence un chemin difficile qui va être suivi par les peuples latino-américains, mais j'espère également du monde. Et donc, je pense on comptera aussi sur vos connaissances et vos actions pour y parvenir. Merci beaucoup. Merci, Maria Fernanda. Je vois qu'il est 16h bientôt, donc du coup, on va ouvrir un peu le débat aux questions. Je ne sais pas si certaines ou certains d'entre vous ont des questions à poser. Moi, j'en ai plein, si jamais vous n'avez pas d'idée, donc il n'y a pas de problème. Mais n'hésitez pas à lever la main. Donc, je suppose que vous savez comment lever la main maintenant qu'on fait tous en virtuel. Dans l'application pour qu'on vous donne la parole. Je ne sais pas si Stéphane, tu avais récupéré aussi des questions
ou des réactions sur le canal de YouTube. N'hésite pas à prendre la parole si tu veux partager ça. Et je vois que Florence a levé la main. Vas-y, Florence. Oui, je voulais réagir aux contributions de Victoria et Maria Fernanda qui sont excellentes et montrer à quel point il y a des convergences politiques notoires en fait, entre nos deux continents. Elles ont toutes les deux parlé de la question centrale des métiers féminisés, les métiers précarisés. En français, on a ce terme qui reprend un petit peu les mêmes termes de cuidados, c'est les métiers du lien. Et c'est vrai que la crise nous a vraiment montré à quel point eh bien, nous étions dans une convergence complètement mondiale, en fait, et qui contribue en fait, à s'accélérer, puisqu'avec le vieillissement de la population, avec ces crises, en fait, on sait très bien que la gravité, la précarisation des femmes, elle va s'accélérer s'il n'y a pas de mesures qui sont prises. Et je trouve que c'est vraiment très important en fait, de marquer cette dimension mondiale et aussi, justement, de montrer que eh bien, ça, c'est la question du féminisme au quotidien. Et c'est justement ce féminisme-là que des dirigeants comme Macron ne voient pas lorsque... alors, je vais employer, il y en a qui parlent de greenwashing, il y en a d'autres qui pourraient parler de violette washing, c'est-à-dire ceux qui font du féminisme saupoudré, etc., où on met effectivement des femmes ministres pour parler, on encourage des femmes à être dirigeantes de multinationales, etc. Donc, on donne l'impression de prendre la mesure des choses. Et en fait, on contribue à travers une politique capitaliste eh bien, d'accroître ces inégalités. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important, qu'on puisse vraiment marquer ces convergences au niveau mondial et au niveau de la France, qui est un pays qui donc, véhicule des visions et aussi à travers ces multinationales qui elles-mêmes s'exportent à l'étranger, contribue aussi à pratiquer ces divergences de par le monde. Et puis, un autre point aussi qui pour nous est vraiment important en France en ce moment, et pour le coup, c'est une question aussi que j'aimerais voir comment ça se passe avec les camarades latino-américaines. Il est vraiment nécessaire, et là, c'est un travail vraiment qui fait aussi partie du questionnement de tous les partis politiques. Et je pense que nous, en tant que dirigeantes politiques femmes, eh bien, on est obligé d'affronter cette question. C'est l'exemplarité des partis politiques dans leur pratique militante, dans leur dans leur rigueur à justement s'assurer qu'aucune pratique sexiste ne peut se répéter, y compris dans les organisations de gauche. Au Parti de gauche, nous avons donc adopté récemment une déclaration sur cette exemplarité-là, sur l'importance d'être capable de prévenir ces violences. Et c'est quelque chose dont on connaît, il faut le reconnaître. Le nier aujourd'hui, c'est se voiler la face. Et en même temps, c'est vraiment important d'être capable de créer ce débat, de créer les espaces de prévention nécessaires pour que, eh bien, comme dans une société, toutes les organisations soient en mesure de prévenir et de combattre ces violences lorsqu'elles existent. Donc, je voulais justement voir comment ça se passe lorsqu'on arrive au gouvernement et lorsqu'on sait la situation, les cas concrets. Enfin, on est dans un changement total en fait, du rapport, du positionnement des militants, avec cette responsabilité incroyable qui est celle d'arriver au pouvoir. Enfin, moi, j'ai été tellement émue il y a 2 jours lorsque j'ai vu la tombe, et je me suis dit mais quel changement de paradigme, en fait, de modèle, lorsqu'on voit toutes les femmes qui arrivent au pouvoir aux côtés de Gabriel Boric, lorsqu'on s'imagine comment ça s'est passé au Palais de la Moneda, où vous aviez tous les vieux fonctionnaires du gouvernement de Piñera qui partaient avec leur petite caisse et puis qui sont remplacés par tous ces jeunes. Et donc, c'est ce changement de société-là qu'on est à mesure à faire. Donc, comment ça se passe concrètement? Parce qu'effectivement, lorsqu'on est sous les feux des projecteurs avec cette responsabilité-là, eh bien, il y a cette responsabilité
responsabilité historique qui nous incombe à toutes et tous. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, pour nous qui nous apprêtons et qui nous préparons à le faire, c'est aussi une preuve d'humilité, c'est-à-dire qu'il faut être capable disons, balayer devant sa porte et de savoir comment faire pour justement ne pas faire d'erreur et en même temps, eh bien, se préparer comme on peut pour faire un programme féministe qui soit réellement anti-patriarcal et qui ne soit pas juste du saupoudrage. Caroline, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça ou... Alors, bon, d'abord, je suis assez émue parce que moi, je suis allée au Chili il y a 11 ans pour des rencontres féministes et je suis tombée au milieu de manifestations étudiantes et j'ai croisé certains des leaders qui sont aujourd'hui au pouvoir. Donc, voilà, j'ai été évidemment, comme beaucoup de gens de gauche, assez émue et admirative de la façon dont les mobilisations sociales se sont transformées en prise de pouvoir politique. En France, on a beaucoup de mobilisations sociales. Moi, j'ai participé à des mobilisations de jeunes, d'étudiantes et d'étudiants contre des contrats de travail libéraux, par exemple. J'ai participé à des mobilisations contre des réformes du Code du travail. Et on n'a jamais réussi encore à ce jour en tout cas, à les transformer en prise de pouvoir politique. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que enfin, moi, ça me fait dire qu'il y a un double intérêt à avoir un président féministe en France. C'est d'abord pour les Françaises et les Français avoir une politique féministe, et puis aussi dans une visée internationale, se soutenir en fait entre gouvernements de gauche, entre gouvernements féministes. On sait bien qu'il y a des choses qui se jouent au niveau international en matière de recul des droits des femmes, et notamment sur le droit à l'avortement. Et dans les grandes négociations internationales, plus il y a de gouvernements radicaux qui sont fermes sur leur position sur la question du droit à l'avortement, notamment, plus on a des chances en fait de faire avancer les droits des femmes dans tous les pays du monde. Donc ça, c'est aussi un élément, je pense que je ne suis pas sûre qu'on le dise beaucoup, Anaïs, Florence, dans la campagne, c'est-à-dire l'impact d'un président féministe en France aussi sur les luttes féministes à l'international, sur la possibilité qu'a la France, en fait, de parler, enfin, d'être une voix supplémentaire dans les discussions internationales sur la question notamment du droit à l'avortement. Voilà, donc ça, je trouve que c'est aussi intéressant de penser la campagne sur ce volet-là. Florence, est-ce que tu veux réagir là-dessus, sur l'aspect peut-être international et peut-être comment notamment Emmanuel Macron, dans son dernier gouvernement, s'est positionné au niveau international comme un président féministe, a joué de cette image-là. J'ai le souvenir d'un moment assez incongru, d'une visite de Alberto Fernandez à Emmanuel Macron en France, où Macron lui a remis un bouquin de Simone de Beauvoir en prétendant, je ne sais pas si donner une leçon de féminisme à Alberto Fernandez. Qu'est-ce que ça vous évoque? Et Victoria et Maria Fernanda, du coup, je reprends un peu la question de Florence. Non, concrètement, quand on arrive au pouvoir, pour le Chili, là, c'est très, très récent, mais peut-être qu'il y a déjà des petits retours d'expérience, mais comment est-ce qu'on met en place cette exemplarité politique dans les pratiques, dans nos propres organisations? En Argentine, les organisations politiques, beaucoup d'entre elles ont mis en place des protocoles pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes à l'intérieur de leurs organisations. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Je ne sais pas qui veut commencer. Moi, je vais laisser Maria Fernanda et Victoria commencer, puis comme j'ai pris la parole juste avant. Victoria? Voy. ¿Está bien? Bueno. Donc, Primero, respecto de esta anécdota de donc, Macron y Alberto Fernández. Donc, premièrement, sur cette anecdote de Macron et Alberto Fernandez, je peux dire que les féministes latino-américaines
nous sommes en train de réécrire la propre histoire du féminisme. Nous avons toutes appris les différentes vagues de féminisme. Et nous, on a eu nos propres références qui nous ont libérés, qui ont fait partie de mouvements révolutionnaires, mais qui ne sont pas présentes dans la chronologie féministe officielle. Donc, bien sûr, l'apport de Simone de Beauvoir est fondamental, bien sûr, et il y a eu son impact sur notre continent, dans les mouvements féministes de notre continent. Mais nous, on a eu aussi nos suffragettes également. Donc, notre pays a promu aussi le vote féminin et le droit des femmes, entre autres, que nous pouvons mentionner. Donc, c'est intéressant de penser dans une perspective, comment une perspective plus large peut rendre plus fort les féminismes globaux et comment les luttes féministes sont une possibilité de révision de la propre histoire des peuples. Donc, en premier lieu, donc, je suis très contente d'entendre Maria Fernanda. Et donc, réellement, non, la prise de pouvoir de Boric a été très émouvante. Et aussi de voir cette possibilité historique de réécrire, comme Maria Fernanda le disait, la Constitution, les droits, penser une perspective qui laisse derrière l'héritage pinochetiste, qui est également une partie de l'histoire latino-américaine, l'héritage des dictatures, et le projet de construire des projets démocratiques féministes avec des objectifs de justice sociale, avec des objectifs de transformation des inégalités. Et je pense que le féminisme est puissant quand on pense comme partie intégrante d'un projet politique de transformation. Je ne crois pas qu'il puisse exister de politique féministe dans le cadre de projets néolibéraux, par exemple. Donc, ça fait partie de notre apprentissage également, non, ce parcours aussi durant le gouvernement de Mauricio Macri. Et donc, ce qu'a signifié aussi le mouvement féministe pour mettre en tension ce modèle et pour essayer d'accéder à un nouveau projet de transformation qui cherche à reconnaître et à implanter des droits et qui reconnaissent les sujets et les sujettes politiques et qui puissent être capables d'avoir de l'influence sur un agenda de gouvernement. Et en ce sens, pour finir, ce que je voulais dire, c'est que donc c'est fondamental d'atteindre la parité dans tous les domaines, la parité comme une nécessité, comme un besoin des instances de pouvoir qui sont historiquement des instances masculines. Mais c'est une parité qu'on doit potentialiser avec un vrai projet politique qui puisse également assumer le défi de penser à partir des féministes. La parité politique, la parité économique également est fondamentale. C'est un horizon qu'on doit essayer d'atteindre dans cette perspective d'égalité de droits. Et bien sûr, remettre en question de cette façon la logique prépondérante de violence et d'exclusion qui sont présentes dans la politique traditionnelle, qui est présente dans notre histoire, en fait. Donc, il faut favoriser de nouvelles voies et en plus grand nombre. Par exemple, avec l'apport des peuples originaires dans la nouvelle constitution chilienne,
Donc, je pense que c'est une bonne référence pour penser qui sont les exclus et donc les sujets qu'il faut intégrer dans un projet qui soit démocratique, féministe et qui ait comme objectif fondamental l'égalité et la transformation réelle, et pas seulement de façon formelle et discursive, mais en mettant en acte des politiques qui puissent inverser de fait ces inégalités structurelles. Un peu dans ce sens-là, de mettre en place pour pouvoir mettre en place, quand on est dans une situation de pouvoir, des politiques publiques avec une vraie perspective féministe, une vraie perspective de genre et de diversité. Je reviens sur la question qu'avait posée Florence. Quel travail vous faites, vous, en interne pour assurer ou pour tendre vers une exemplarité des pratiques entre camarades militants au sein du parti? Comment ça se passe concrètement? Bueno, sí. En primer lugar, bon, premièrement, on a créé des protocoles comme un guide pour l'action face à des situations de violence. Très souvent, on doit intervenir quand il y a des épisodes de violence systématique. Et la première réponse a été de construire un guide pour savoir que faire dans ces cas-là, en respectant la volonté, la voix de qui souffre de ces violences et mettre en place des actions face à ces violences, en évaluant sa gravité, son caractère systématique. Donc, ce n'est pas toutes les questions de violence qui sont les mêmes. Donc, les réponses doivent varier également, en essayant de rompre avec dans une logique exclusivement punitive, mais en essayant de créer de nouveaux liens, de nouvelles relations, en travaillant la violence depuis une conception intégrale, collective et structurelle. Donc, ce ne sont pas des cas isolés, hein, ce sont des cas qui s'insèrent dans les relations inégales de pouvoir. Et en plus des protocoles, dans nos organisations, il existe des processus de construction de références féministes avec une certaine diversité. Donc, on essaie des espaces de parité de représentation. Et je crois que ça, c'est également un processus fondamental de construction qui doit avoir lieu dans tous les domaines. Donc, très souvent, dans les organisations, on reproduit des rôles où on retrouve les femmes aux tâches organisatives et les hommes dans les tâches d'ordre public. Et donc, il faut aussi affecter et changer ces rôles pour protéger aussi nos compagnonnes et qu'elles puissent avoir une place dans ces espaces de représentation. On a une camarade qui travaille dans le recyclage en milieu urbain, qui a dû, à 13 ans, sortir à travailler dans la rue. Donc, on appelle ça l'économie populaire. Cette camarade, ça fait quelques mois, elle a assumé un poste de députée au Parlement national. Donc, cette représentation exprime bien l'importance pour nous d'avoir des voix de femmes, mais aussi avec une intersection des voix des secteurs populaires, qui sont des acteurs historiquement exclus des secteurs de représentation et de pouvoir. Donc, je crois que c'est un bon exemple de comment potentialiser des voix qui puissent apporter des voix, un discours disruptif dans ces instances de pouvoir.
Donc, c'est aussi une partie de ce qu'on a construit en essayant de convaincre de nombreuses camarades à entrer dans cette action. Et donc, nous avons aussi la législatrice la plus jeune d'Amérique latine, et c'est aussi une voix qui se connecte avec les sujets jeunes et qui fait partie de cette quatrième vague, comme on le dit ici, de notre mouvement féministe. María Fernanda, querías agregar algo respecto a... Donc, María Fernanda, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Quelles sont les formes et les pratiques internes que nous devons implanter si nous voulons avoir un gouvernement féministe comme le vôtre? Merci. Donc, ce matin, j'étais en train de partager avec la camarade Flora Fernandez. Donc, on est en train de créer ces relations féministes et internationalement. Et l'internationale féministe est très importante en ce sens. Et donc, nous, à partir des mouvements d'étudiants, des mouvements politiques après, quand on est sorti de la fac, on s'est mis l'objectif justement d'essayer d'accéder à l'institutionnalité et on s'est mis à penser quels allaient être nos principes. Donc ça, c'est sorti assez rapidement dans la discussion. Et donc, assez rapidement également, on est arrivé à un accord. Mais au moment où il faut concrétiser ces principes, c'est là que ça se complique. Donc, c'est des principes qui sont difficiles à concrétiser dans le caractère organique un peu du pouvoir. Donc, il faut voir les façons de comment mettre réellement ce pouvoir dans ces structures. Donc, on a un tribunal suprême dans le parti qui est paritaire, qui a de fait une plus grande représentation de femmes. Et donc, dans ce tribunal, donc on trouve ce qu'il y a à voir aux sanctions et à la punition. Donc, nous, on croit à un féminisme non punitif. Et c'est pour ça que dans notre organisation, on a des espaces qui sont de formation, de création, où on fait des ateliers de nouvelles masculinités ou de masculinité positive, où on essaye d'éduquer les compagnons, les camarades, et justement dans cette question des relations interpersonnelles qu'ils doivent avoir avec les femmes. Et autant dans le parti que dans la société, que dans les espaces institutionnels. Et à la maison, bien évidemment. Donc, parce que ces logiques patriarcales, ce n'est pas seulement comment je me comporte dans mon organisation, mais quel est mon comportement avec mon entourage le plus proche également. Donc, on trouve un point d'inflexion dans cette façon de penser des hommes par rapport à ces pratiques patriarcales, antiféministes, machistes. En plus, en outre, donc, comme le disait un peu Victor, les élections et nos directives internes sont de caractère paritaire. Donc, on a plusieurs accords politiques, de fait, où on compte sur la participation féminine, ou dans notre direction nationale, qui est notre organisme principal d'élection du parti, où il faut les femmes dans ces fonctions. Et que les femmes puissent se voir potentialisées dans des
des fonctions de pouvoir politique et pas être les éternelles secrétaires, organisatrices qui sont avec l'agenda. Mon parti, Convergence sociale, qui est le parti où milite Gabriel Boric, on a que 2 ans d'existence, donc c'est un parti très très jeune. Mais durant ces 2 ans, les 2 présidentes qu'il y a eu, c'était donc des femmes. Et de fait, y compris au sein des directions un peu plus régionales, donc, et des comités centraux, dans notre cas, il y a également beaucoup de participation de femmes. Dans les réunions, on a des règles qui ne sont pas vraiment adaptées, mais je peux vous dire qu'elles fonctionnent. Par exemple, ce qui a à voir avec le droit à la parole dans les propres réunions. Donc, on donne aussi la parole en fonction de cette parité pour que nos camarades femmes puissent avoir un vrai poids dans ces discussions politiques. Et d'ailleurs, on a eu beaucoup d'échanges virtuellement. Et nous, quand on voit une attitude machiste, ça peut paraître un peu rudimentaire, mais on envoie des drapeaux rouges, des cartons rouges. Donc, à chaque fois qu'une personne a eu une attitude machiste. Donc, avec ce drapeau, avec ce carton rouge, nos camarades hommes qui ne sont pas préparés se rendent compte un peu des micro-machismes qu'ils véhiculent. Et en même temps, ça nous permet de nous protéger, de nous prémunir. Donc Convergencia sociale, le parti, c'est vraiment un des espaces, un des plus grands espaces aussi de participation féminine. Donc, on a 16 régions au Chili et nous sommes présents dans 12 régions. Donc on a le plus grand nombre de participations actives de féministes ici au Chili. Donc, nos conseillères régionales, nos maires, en majorité, sont des femmes. Et des femmes qui, en plus, qui sont féministes et qui ont également une certaine diversité sexuelle. Donc, on essaie d'avoir toujours ça, de mettre ça un peu en avant-garde. On essaie d'actualiser ce qu'on acquiert au fur et à mesure de nos luttes. Donc, on a un féminisme de caractère intersectionnel, un féminisme de classe, ce qui est très important dans mon pays où les inégalités sont si criantes. Je pense que différents protocoles, règlements, formations, y compris la communication, sont des choses vitales pour qu'une organisation puisse se dire et puisse agir de façon féministe. Merci. Je suis désolée, j'ai parlé en espagnol avant, il ne faut pas. Caroline, je sais que tu dois partir à 20h30, je crois, pour heure française, donc dans très, très, très peu de temps. Du coup, avant que tu nous quittes, je voulais te demander si tu voulais réagir par rapport à ce que Victoria et Maria Fernanda viennent de parler, et peut-être de façon plus générale sur les échanges qu'on a eus. Et aussi, moi, ça m'intéresserait que tu nous parles de comment, sur cette question des pratiques politiques et des pratiques au sein des mouvements, des organisations, comme tu as un parcours très, 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 très important de militance politique en France, est-ce que tu vois ces pratiques changer? Est-ce que tu as l'impression que tout le travail que vous avez fait, notamment ces dernières années, a permis de provoquer un déclic en France dans les pratiques politiques? Alors, je ne suis pas suffisamment à l'intérieur aujourd'hui des partis politiques pour me rendre compte de si ça a changé et de quelle manière. Ça a forcément changé parce que les partis politiques ne sont pas à l'abri de ce qui se passe dans la société. Et quand il y a des mouvements sociaux féministes d'une telle ampleur, il y a forcément des militantes, Florence en parlait, à
l'intérieur des partis qui vont utiliser cette force militante des associations et la transformer en fait en force dans les partis politiques. Il y a quand même, donc d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire? La loi en France, elle est très claire. Et moi, je pense qu'il faut appliquer dans les partis les mêmes règles que dans l'entreprise. La loi, c'est qu'il faut prévenir les violences, donc faire des campagnes de prévention, des ateliers, Maria Fernanda en parlait. Il faut aussi, quand les violences ont lieu, les arrêter, donc les faire cesser. Et il faut sanctionner les violences. Moi, j'étais assez intéressée par cette idée d'avoir une justice qui est non punitive. Donc, comment est-ce qu'on construit? En France, on est vraiment très, très loin de ça. Mais alors, très, très loin. Les militantes féministes, des militantes féministes, moi, ce n'est pas mon cas, mais militent, par exemple, pour qu'il y ait des peines de prison plus lourdes